On est en direct avec la communauté ou pas? Tu peux le vérifier sur l'écran de contrôle. C'est bon. C'est bon. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes avec Aline Gubry, auteur pour le climat. Merci Aline pour ta venue. Avec plaisir. En début de semaine, on avait Julien Vidal de Ça commence par moi et ça va continuer avec vous qui est passé nous voir. Et aujourd'hui, deuxième auteur pour le climat. On a de la chance cette semaine, Aline Gubry. Alors Aline, ton premier livre, tu es connue pour ton premier livre, Zéro plastique, zéro toxique. Zéro plastique, zéro que toxique. Voici, voilà. Et aujourd'hui, tu sors le guide de l'alimentation durable. Aujourd'hui même en plus. Aujourd'hui la Ah sortie. bon, bah écoute, on a de la chance, on a vraiment la chance de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que tu es passé, en gros, pour résumer, du zéro déchet à l'alimentation durable? En fait, il y a 6 ans, j'ai fait ma transition environnementale, ma première, entre guillemets, par le zéro déchet. En fait, j'ai réalisé que j'avais beaucoup d'impact sur l'environnement par mes déchets, parce que j'étais tombée sur un article sur le sujet. Donc c'est comme ça que j'ai eu ma prise de conscience. Donc pendant 1 an, j'ai réduit mes déchets. Donc j'ai commencé à acheter en vrac, faire mes cosmétiques, mes produits ménagers, etc. Et au bout d'1 an, j'avais réduit de 80% mes déchets. Ah oui. Et au bout d'1 an, j'étais vraiment bien investie, j'ai créé mon blog, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est encore logique d'être aussi investie dans le zéro déchet, aussi sensibilisée, mais de continuer à manger énormément de viande quotidiennement, particulièrement la viande rouge, de manger des avocats qui viennent de l'autre bout du monde, qui certes n'avaient pas de plastique, mais bon, qui avaient quand même un impact environnemental énorme. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ma deuxième prise de conscience, entre guillemets, et donc ma deuxième transition environnementale, qui a été par l'alimentation. Donc j'ai réduit puis arrêté la viande et le poisson. J'ai commencé à acheter beaucoup plus local, de saison, etc. Et au fur et à mesure que je lisais quels étaient les impacts de notre alimentation, progressivement, je mettais en place des actions, mais très simples, pour réduire mes impacts environnementaux. Et je me suis rendu compte que si on veut réduire notre bilan environnemental, c'est presque par l'alimentation qu'il faudrait commencer, parce que ça représente quand même entre 30 et 50% de notre bilan carbone. D'accord. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est quand même il y a énormément d'actions que je présente notamment dans mon livre qui sont à la fois très simples et super efficaces pour réduire ces impacts environnementaux. Alors justement, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que déjà, il y a toute une partie pédagogique sur l'impact de l'alimentation sur la planète. Notamment, tu fais aussi une liste des fruits et légumes en expliquant ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir des polluants. Ouais, des traces de pesticides. Des traces de pesticides. Donc en gros, par exemple, les 2 légumes qui ont le plus de pesticides, ce sont lesquels? Je dirais la pomme de terre, et tout ce qui est salade. Ouais. Salade, et puis aussi herbes aromatiques, laitue, tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes? Par exemple, la pomme de terre, c'est-à-dire si c'est pas de la pomme de terre bio, systématiquement enlever Alors voilà, on peut enlever la peau. Le problème, c'est que les pesticides sont aussi à l'intérieur. La majorité sont à l'extérieur. D'accord. L'autre problème, c'est qu'en fait, quand on va enlever la peau de nos fruits et légumes, on va perdre la majorité des minéraux, des nutriments, des vitamines, etc. Donc moi, ce que je conseille pour ces 20 fruits et légumes les plus contaminés, c'est de les prendre, eux en particulier et en priorité, en certifié biologique. Parce qu'avec le label bio, vous n'avez par exemple aucun intrant, c'est-à-dire pesticides, engrais, etc., de synthèse. Ça va être que du naturel, entre guillemets, donc du compost, etc. Donc si on ne peut pas manger complètement biologique, moi je commencerai vraiment par ces 20 fruits et légumes là. Voilà. Alors après j'ai souvent la question de mais moi j'ai pas les sous de manger bio, même en partie. Alors gros sujet, effectivement. Gros sujet dans lequel je réponds notamment objection traditionnelle, et qui est légitime, qui est tout à fait légitime. En fait, dans mon expérience, même en étant étudiante, j'ai pu manger entièrement biologique grâce aux économies que je faisais avec d'autres actions environnementales. C'est-à-dire acheter d'occasion, tout, vêtements, vaisselle, etc. Alors ça, c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ce qu'on dit souvent à la communauté éco-frugale, c'est certes, vous allez payer peut-être plus cher la carotte bio. La carotte bio sera toujours plus chère que la carotte non bio. Par contre, en faisant maison, en réduisant son gaspillage alimentaire, en achetant local et de saison. En fait, si on raisonne au niveau global, au niveau du budget alimentation, on s'aperçoit qu'on ne dépense pas moins. Exactement. Qu'on ne dépense pas plus. Et ça, c'est très intéressant, effectivement. Il faut sortir un petit peu de la vision purement, juste regarder l'étiquette. Il faut avoir une vision un peu de comptable, une vision budgétaire,
Et au niveau du post-alimentation, ce que tu dis, en fait, c'est que tu ne dépenses pas plus. Exactement. Ouais. Si on voit vraiment, effectivement, l'image globale de son budget annuel ou mensuel, au final, ça n'a pas besoin d'être plus cher. Et alors, ce qu'on aime beaucoup aussi dans ton livre, c'est que tu as des recettes, bien sûr. Ouais, alors, je reste dans le pratico-pratique. Hein. On tombe sur les gaufres, ça tombe bien, moi j'adore les desserts. Est-ce que parmi toutes ces recettes, tu as un coup de cœur en particulier, une recette que tu voudrais partager à la communauté? Ouais, alors moi, celle qu'on fait très souvent chez nous, c'est la paella. D'accord. Et je l'ai appelée, je crois, paella qui ne fait pas de mal aux océans ou respectueuse des océans. Parce que généralement, dans la paella, on va trouver des crevettes et autres fruits de mer. On apprend dans le deuxième chapitre du livre qu'il y a énormément d'impacts environnementaux. Par exemple, 90% des poissons dans le monde sont soit soumis à une surpêche, soit déjà exploités au maximum. D'accord. Et l'élevage n'est pas du tout une solution, parce que pour nourrir les poissons d'élevage, on va avoir besoin de poissons sauvages. Donc c'est même encore pire. Il y a 25% des poissons sauvages qui sont pêchés, ils le sont juste pour nourrir des poissons d'élevage. Donc bref, la solution, c'est de manger moins de produits de la mer, en manger de meilleure qualité quand on en mange. Et puis, par exemple, on peut faire des paellas très bonnes, très savoureuses, très épicées et tout, sans viande ni poisson. D'accord. Moi, par exemple, il y a différents champignons, il y a du tofu fumé, c'est très bon avec le côté fumé, c'est ultra bon. Voilà la fameuse... Est-ce que c'est ça dont tu nous parles? Exactement. Que les téléspectateurs puissent, la communauté puisse voir la recette. Donc, c'est la paella simplifiée aux champignons et au vin blanc. Ouais. Il y a un peu d'alcool, tu comprends ça. Mais oui, mais alors le vin blanc, ce que je dis dans le livre, c'est que, en tout cas moi quand je le fais, c'est à chaque fois des fins de bouteille de quand on a des invités. C'est très on boit très peu de ça. vin, voilà, on boit très peu de vin. Donc quand on ouvre une bouteille, il nous en reste toujours. Donc moi je le congèle dans des bacs à glaçons et comme ça je le mets dans mes paellas après. Donc c'est de la cuisine anti-gaspi. Exactement. On a tous, voilà, conseil pour la communauté, on a tous des fonds de bouteille. Et bien vos fonds de bouteille maintenant vous les mettez au congélateur en petits glaçons grâce à l'île. Et pour votre prochaine paella, vous n'aurez plus qu'à décongeler vos glaçons. Excellent. Quelques chiffres. Là, on a parlé rapidement de tout ce qui est poisson, ressources de la mer. Bien sûr, la viande, c'est un sujet assez connu. Maintenant, les gens ont conscience de l'impact environnemental de la viande. Est-ce que tu peux nous rappeler juste 2-3 chiffres, très simplement, sur l'impact environnemental de la viande? Ouais. Alors, si par exemple, on veut 220 grammes de protéines, on peut soit opter pour 1 kg de viande rouge, de bœuf, soit pour 1,5 kg de lentilles. D'accord. Les légumineuses sont très riches en protéines et en fer, etc. Si on prend l'option bœuf, on va avoir plus de 26 kg d'équivalent CO2. On va avoir besoin de 15 000 litres d'eau, parce qu'il faut cultiver les céréales. Voilà, c'est ça. D'accord. Il faut cultiver les céréales qui vont nourrir la bête, etc. Alors que si on opte pour les lentilles, on va avoir besoin de seulement 60 litres d'eau contre 15 000 avant. Et on va générer moins d'1 kg de CO2 gaz à effet de serre, par rapport à 26 kg pour la viande. Donc en fait, après, il ne s'agit pas nécessairement, ce que je dis dans le livre, il ne s'agit pas nécessairement d'arrêter complètement la viande. Moi, c'est le choix que j'ai fait parce que ça me correspondait et je n'avais pas de sacrifice ou de frustration par rapport à ça. Mais si on aime la viande et qu'on sent que ce n'est pas pour soi d'arrêter complètement, on peut tout simplement réduire et se fixer un objectif qui nous paraît réalisable. Par exemple, 1 ou 2 plats avec de la viande par semaine. C'est déjà énorme. On réduit déjà énormément ses impacts environnementaux, mais on garde le plaisir qu'on n'a pas envie d'enlever. Et aussi ce que tu disais, parce que je suis venu aussi à une de tes conférences, tu disais en fait la viande rouge c'est la plus impactante et plus elle est blanche, moins elle est impactante. Donc la viande rose, c'est plus ou moins la viande de mouton déjà ou de dinde. Viande de mouton, elle est niveau CO2, elle n'est pas top non plus, elle est juste la dinde, après par le exemple, bœuf. Voilà, tout ce qui est volaille, c'est ce qui va avoir le moins d'impact environnementaux, parce que c'est ce qui va générer le moins d'équivalent CO2, donc gaz à effet de serre. Et en proportion de la quantité de viande obtenue, on va avoir besoin de moins de nourriture pour nourrir l'animal. D'accord. Donc en fait, oui, si on veut arrêter la viande, ou si on veut en manger moins, on en mange moins mais mieux. Mieux, c'est-à-dire au moins labellisé bio, voire encore mieux, naturel progrès, voilà. Circuit court. Et puis, celle qu'on mange, il vaut mieux que ce soit très peu de viande rouge et plus de viande blanche. Alors, une petite question piège, mais auquel j'ai l'habitude de répondre. Bio ou local? Comment on choisit? Alors, parce que des fois, on ne peut pas avoir les deux. C'est ça, malheureusement. Ça, on le sait tous, vous le savez tous, l'objection traditionnelle.
Le label bio, effectivement, n'a pas de critères par rapport à la provenance. Donc, ça peut être, on peut avoir des citrons complètement hors saison qui viennent de Chine, mais qui sont bio. Et emballés dans le plastique en plus. Et emballés. Alors, moi, j'ai surtout la question de, ok, qu'est-ce qu'il vaut mieux préférer entre le bio mais emballé et le non bio mais sans emballage? D'accord. Pour moi, c'est peut-être pas ce qui paraît le plus logique, mais de loin, la meilleure solution, c'est le bio, même s'il est emballé. Parce qu'avec le label bio, on va éviter beaucoup plus d'impacts environnementaux pendant la culture ou l'élevage de l'animal en question. Mais si je peux me permettre, là, tu ne réponds pas à la question. Oui, alors, la question, c'est bio emballé. Là, tu dis bio emballé ou bio pas emballé. Là, la question, c'est bio ou local. Alors, moi, j'aurais tendance à dire bio, même si c'est pas local. D'accord. Notamment pour le côté santé. D'accord. En fait, le label bio va aussi apporter des garanties sur le plan sanitaire. On parlait des traces de pesticides tout à l'heure potentielles sur les fruits et légumes. Il y a aussi tout ce qui est aliments transformés. Par exemple, une sauce tomate bio va avoir généralement beaucoup moins d'additifs alimentaires. Il y a les 3/4 des additifs alimentaires autorisés en Europe sont interdits dans le label bio. D'accord. Donc, quand j'ai le choix entre environnement ou santé, je privilégie toujours ma santé. D'accord. Voilà. Après, dans le supermarché, effectivement, c'est très difficile de trouver du bio et local. Ça l'est beaucoup plus dans certaines boutiques comme Biocop, qui a un cahier des charges beaucoup plus strict et respectueux de l'environnement. Bon, le temps passe, on est déjà à presque 10 minutes. Ah, tu me lances. Ouais, non, mais c'est ça. Tu as interviewé des célébrités. Ouais. Notamment, je pense que quelqu'un qui te tient à cœur, dont tu peux peut-être dire 2 mots. Ouais, qui a fait la préface du livre. Ouais, alors j'ai fait, effectivement, c'est Guillaume Meurice qui a fait la préface du livre et qui a été interviewé aussi, notamment parce qu'il ne mange pas de viande depuis des années. Et j'ai aussi toi-même qui a participé à la fin. C'est très gentil, mais bon, je ne suis pas une célébrité, mais effectivement, oui. Mais si. Donc voilà, donc j'ai voulu apporter des visions complémentaires aux miennes et montrer qu'il n'y a pas que ma vision, il n'y a pas que mes conseils. Donc voilà, il y a plein, il y a Julien Vidal, Guillaume Meurice, il y a même les chefs des cuisines du Palais de l'Élysée. Et si ensemble on est des milliers, voire des millions à faire ces gestes au quotidien de façon réaliste, c'est là qu'on va avoir un impact énorme et qu'on est déjà en train d'avoir un impact énorme pour changer notamment les pratiques dans l'agroalimentaire. Alors, ce que je retiens, moi, c'est que tu es optimiste parce que c'est facile, en fait. Ouais, exactement. Et si c'est facile, on peut être des millions à le faire. Et que si on est des millions à le faire, les choses vont bouger. Exactement. Super. Merci beaucoup, Aline. Merci, Philippe. Peut-être qu'il y a des questions qui sont en direct. Sinon, vous pouvez les poster sur le Facebook. Et puis, tu peux éventuellement répondre plus tard dans le cas de ton blog aussi, Consommons sainement. Et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, si la communauté a des questions. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres interviews avec des auteurs pour le climat. Merci.